Voici l'intégrale des 3 parties précédemment publiées sur l'itinéraire de François Lucéran, scientifique, chercheur au CNRS. Après la découverte de la nature et l'enthousiasme de la jeunesse, la spiritualité, le travail en équipe, la prise de conscience de l'humain, François nous invite à compléter la pensée mécaniste avec une pensée en organisme. À 7 ans, ma première semaine sans ma mère, c'était à Lormois, une semaine. Et ça a été le départ d'un lien. J'ai continué beaucoup et après j'ai vraiment une passion pour la ferme. Il y avait une association qui s'était créée pour faire vivre la biodynamie et qui a permis d'acheter le château de Lormois, mais sur Lormois à Saint-Laurent-sur-Barangeon, avec un grand domaine, des grands arbres, des chênes magnifiques autour, et puis à 1 kilomètre, une ferme et des terres, quelques dizaines d'hectares. En tout, il y a 200 hectares avec les bois et tout ça. Donc c'est un mélange de forêt, de champs, de prés, et il se développe donc là une ferme assez intense pour l'époque. Il y a 32 laitières. Et puis du maraîchage, tout cet ensemble pour faire un domaine biodynamique complet, quoi, vivant. C'était enchantant. Enfin, c'était tellement nourrissant de vivre la ferme. J'avais la chance que c'est la ferme des années 60, c'est-à-dire petit tracteur, beaucoup de manuels encore, la remorque. Dès qu'on a été en âge de faire une remorque de foin de 4 tonnes, ça se faisait à la fourche. On montait jusqu'en haut, y compris la paille. Donc il y avait effectivement du blé, on faisait la paille aussi. Là, on le prenait à 2, les ballots de paille étaient trop lourds pour être seuls. Il y avait quelqu'un qui faisait la remorque, après il fallait la sortir du champ. Enfin, c'était un ensemble d'expériences, à la fois mécaniques et de vie de la nature. La dernière remorque, le soir, de foin, dans un pré près d'une rivière, avec l'odeur de menthe, etc., c'est inoubliable. Dès que j'ai pu prendre le train tout seul, on me mettait au train et j'allais là-bas dès que j'avais un moment de libre. Et puis les bêtes, j'adorais les tables. Les tables, on arrivait très tôt, on faisait les traites du matin et du soir. Moi, on acceptait que j'ai eu une vache à traire à la main, ce qui faisait chuter le rendement de moitié de la pauvre bête, parce qu'il faut des muscles pour traire. Et on ne les a pas du jour au lendemain. C'est très dur. Ils traillaient 3 fois plus vite que moi, tous ceux qui avaient l'expérience, et sollicitaient beaucoup mieux la venue du lait que moi. Mais en fait, j'avais ça, il y avait vraiment ce mélange, effectivement, d'artisanat, de technique et de nature, qui me convenait, qui me faisait vraiment... je me sentais vraiment exister là-bas, en fait. J'aimais pas Paris enfant. Je l'aimais jeune adulte, mais pas enfant, en fait. Oui, le vécu sensoriel était très important pour moi. On avait les rivières aussi encore propres, Lièvre, il n'y avait pas l'autoroute, etc. C'était une magnifique rivière, bleutée à l'eau. Claude Monziès allait chercher les poissons à la main, dans les trous d'eau. Il leur ramenait avec les poissons dans son slip. Donc c'est ça, on travaillait intensément, puis on allait plonger dans l'eau intensément. Il y avait des lacs, des étangs qui ont été creusés aussi. On avait donc cette présence à l'eau. Oui, c'était une vraie intensité vers 9-10 ans. Mes parents m'ont offert la mallette du petit chimiste un certain Noël. Et cette mallette du petit chimiste a été consommée en 15 jours. Et après, les choses sérieuses ont commencé. Et donc, on a été chez ProLabo et on a acheté tout le matériel dont j'avais besoin, identifié que j'avais besoin, de la verrerie, des tubes, des acides, 1 litre d'acide nitrique fumant, enfin, d'acide nitrique concentré, de l'acide sulfurique fumant, ce qu'on appelle l'oléum, l'acide chlorhydrique, enfin la base, avec des produits extrêmement corrosifs. Ce goût de la science, via la chimie, a été très tôt. À cette époque, mon père avait un ami sculpteur dans le quartier Montparnasse, l'ancien quartier avant la tour Montparnasse,
avant la destruction du quartier Montparnasse, et qui avait un immense atelier magnifique. Et à moi, il m'a donné un livre de chimie de 1900, je crois que c'est 1901, quelque chose comme ça. Un des premiers livres de chimie, de propédeutique, donc les 2 premières années d'université, ayant la notation atomique. Avant, c'était la notation moléculaire. On n'avait pas encore accepté la notion d'atome. Et ce livre est magnifique. Il a des gravures aussi à la plume sur tout l'appareillage, les expériences. Et franchement, ça a été le début de ma lecture. Jusqu'à 10 ans, je ne lisais pas grand-chose. Et là, pour le livre de chimie, je m'y suis mis d'emblée parce que c'était une passion. Et là, j'ai essayé de reproduire énormément d'expériences parce qu'elles étaient toutes liées à cette époque encore avec l'extraction des substances de la nature. La matière n'existe que sous forme d'éléments, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a 100, une centaine. Et c'est quand même très peu. Et avant Lavoisier évidemment, mais il a fallu encore pas mal de temps avant le tableau de Mendeleïev, on ne les connaissait pas tous, mais la notion d'éléments chimiques n'existait pas dans l'humanité avant la révolution que représente la renaissance scientifique. C'est qu'on ne savait pas que la matière était constituée de quelques briques. Quand on disait le cuivre, on ne savait pas que c'était une des briques de la matière. Que la matière organique était faite de carbone, ce n'était pas non plus identifié, je ne crois pas. Mais j'étais capable de lire ce livre très descriptif et qui contenait déjà la formulation, c'est que toutes les formules, la description des corps organiques, etc., étaient avec des formules justes du point de vue atomique. Et donc je me suis mis très vite pour pouvoir faire mes expériences, à comprendre tout ça. Donc effectivement, la science est rentrée, mais c'était pas une science, c'était vraiment une science encore très très sensuelle pour moi. C'est-à-dire que j'ai goûté à peu près tous les produits dont je disposais. Jusqu'à avoir la langue qui pèle, etc. Je lisais avant pour savoir à quelle vitesse on risquait de mourir, donc je faisais un peu attention, mais et ça, il faut se rendre compte, c'est de 10 à 14, parce qu'à 14, 15 ans, j'ai arrêté, j'ai fait d'autres choses. Donc c'est quand même une tranche très jeune, mais fondatrice pour moi. Ce qui m'importait, c'était d'avoir accès à la nature. Donc ce livre avait quand même une vertu en fait, qu'il était un livre de démarrage, d'une démarche. Par exemple, prenons l'exemple du cuivre. Je suis parti tout à l'heure avec du cuivre. Mes parents avaient aussi une passion pour la minéralogie, donc on a profité des vacances de Pâques à Carqueiranne, où il y a d'anciennes mines de minerais de cuivre, sous forme d'azurite. C'est un magnifique minerai, c'est un carbonate de cuivre, qui est bleu-vert, qui est très très beau, bleu souvent. Et donc, moi, je voulais faire du cuivre. Je voulais faire partir de la roche et faire du cuivre. Et donc, mes pauvres parents, ils devaient emmener un violoncelle et une valise de chimie, dès qu'on partait en vacances. Et j'ai fait ça, je l'ai réussi. J'étais quand même j'étais déjà avancé, j'avais 14 ans. Donc, j'avais plusieurs années d'expérience, parce que c'était compliqué de faire du cuivre. Il faut chauffer énormément, etc. Donc, et j'ai vu ce noir d'ébène de l'oxyde de cuivre se transformer en cuivre dans mon tube. La chimie que j'ai faite était aussi une chimie sensorielle, c'est-à-dire que c'était l'émergence. C'est tellement magique de voir des nouveaux corps apparaître. Et c'est pour ça que j'allais jusqu'à les goûter. C'est difficile de se lier. La vue nous lie que partiellement. Il y a bien sûr les odeurs qui jouent un rôle important, les textures, et là, m'est touché. Alors l'agressivité de certains produits, la peau bouffée, etc., ça c'est clair. Mais juste le goût donne quelque chose de particulier. Prendre un sel de cuivre avec son amertume. Il y a des sels qui sont tellement amers qu'ils vous figent la colonne vertébrale. Ça parle d'eux. C'est quand même intéressant. Il ne faut pas en prendre trop. J'ai commencé le violoncelle tard, vers 11 ans. Donc dans la même période. Et effectivement, j'y tenais beaucoup. Et donc mes parents soutenaient ce qu'ils avaient accepté comme engagement musical, ce qui est toujours un challenge pour les parents. Quand un enfant se met à faire de la musique, il faut être à la hauteur, il faut lui fournir les moyens de faire vivre cet engagement, et c'est pas si facile. Un violoncelle n'est pas si facile à transporter dans les voitures de l'époque.
Ça vient un peu plus tard, mais quand même à 14 ans, donc pas si tard. Il y avait eu le film Le Monde du Silence de Cousteau. Donc il y a la découverte du monde marin. Et donc, dans l'année de mes 14 ans, j'ai pris des cours toute l'année pour passer le brevet élémentaire de l'époque en plongée. Et mes parents partant en Bretagne, avaient loué en Bretagne, j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait un club de plongée. Et quand on est arrivé, en fait, il n'y avait pas de club, il avait périclité déjà. Et j'ai rencontré un jeune homme de mon âge, donc avec aussi que 14 ans. Et il me dit, ah, mais moi j'ai du matériel, et mes frères sont trop jeunes, et je cherche quelqu'un avec qui plonger. Et donc, j'ai commencé la plongée vraiment en mer, là, en Bretagne. Et ça a été aussi une passion, mais dévorante, franchement dévorante, parce que il n'y avait finalement aucun site de plongée encore connu. On prenait les cartes, on regardait les fonds, les orientations, les courants, et on décidait, là, il y aura un tombant qui sera intéressant, et on faisait nos premières plongées. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de quoi gonfler les bouteilles sur Roscoff. Il fallait aller à Carantec, qui est quand même, je ne sais plus, à 25 km, quelque chose comme ça. On y allait en Solex avec une carriole et 200 kilos de bouteilles derrière le Solex, parce qu'il y avait un plongeur professionnel à Carantec. En fait, j'ai jamais fait de sport. J'ai fait beaucoup de choses. J'aime l'activité physique. J'ai fait de l'escalade, de la montagne, etc. Mais à chaque fois, c'est pour être dans la nature. Et d'acquérir en même temps les techniques. Il y a un plaisir aux techniques, hein. Ça c'est certain. C'était quand même des petites explorations, c'était pénétrer. Ah oui, c'est ça, j'adorais pénétrer un milieu. La plongée me fascinait pour ça. Pénétrer un milieu pour lequel l'homme n'est pas fait, mais qui se révèle d'une richesse extrême. Et par ces moyens techniques, j'ai tout de suite évidemment compris les questions de pression partielle, etc. Ça me fascinait aussi, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on pouvait, par l'analyse et la compréhension, permettre de vivre hors de son milieu. Ça, pour la plongée, ça jouait beaucoup pour moi. Et puis quand même, il y a cette fascination de cette transparence inaccessible. La surface, la transparence inaccessible, cette surface souvent agitée en mer, dès qu'on est passé sous ce calme, et on est là, on plonge, on fait toute une plongée, quand on remonte, et paf, on prend les baffes des vagues, il y a le soleil, l'air, etc. C'est un autre monde, en fait. Et puis dès qu'on repasse, c'est calme, mais il faut tout gérer avec sa tête, en même temps. Et donc, surtout que nous, à l'époque, on ne respectait pas du tout les règles comme actuellement, on plongeait dans des zones à courant très fort, on n'avait personne en haut pour nous. Il fallait qu'on se retrouve, qu'on retrouve nos mouillages. En fait, c'était quand même des logistiques assez sophistiquées. Ma passion du vide est assez étrange, voire presque pathologique à des moments. Je ne sais pas si je peux raconter toutes les expériences que j'ai faites, qui étaient quand même risquées. L'ange gardien était costaud, comme on dit. J'ai appris un peu toute ma vie, enfin toute l'enfance, mes leçons en haut des arbres. J'apprenais beaucoup mieux en haut d'un arbre que sur le plancher des vaches. J'ai adoré être dans le vide, de grimper, etc. Cette question du vide est vraiment, je crois, assez décisif dans ma vie. Il y a quelque chose de chercher une intensité de la vie. La ferme, d'ailleurs, c'était ça aussi, hein. J'ai beaucoup savouré les contradictions. Ça me reste. C'est-à-dire que quand on plonge, on aurait envie presque de s'endormir. On a envie de se laisser aller. Si on est à l'aise, et alors si on descend, en plus il y a la narcose de l'azote. Nous on plongeait quand même souvent à 40 mètres. Elle est déjà présente, même si elle n'est pas très forte. Et donc il y a quelque chose qui vous pousse à renoncer. Et en même temps, il faut tout gérer, super techniquement. Les directions, les pressions, les temps, et tout ça à la minute. Donc il y a une sorte de contradiction de conscience que j'adorais. C'est-à-dire, j'adorais cette espèce de tiraillement entre une aspiration à se laisser couler et puis une nécessité de sécurité, de gérer la situation complètement, le haut, la conscience des courants, de l'inversion de la marée, tout ça. On ne peut rien laisser... sinon, ça se traduit dans les faits, quoi. Et ça peut être douloureux. La station biologique de Roscoff de l'époque, isolée, avec ses chercheurs, son aquarium, ses plantes, son bateau pour aller explorer les fonds, c'était le début de l'époque. C'était la pleine période de l'inventaire de la faune et de la flore de la Manche et de la mer du Nord.
c'était un lieu aussi fort pour moi que la ferme. Et moi, comme je faisais des jobs d'été par là, et du fait qu'on plongeait dans la région de Roscoff, on était finalement un petit groupe de plongeurs, très jeunes. Donc, disons, là, on était dans 17 ans, 16 ans, quelque chose comme ça, dont l'un de ces plongeurs était le fils d'une chercheuse dans la station biologique de Roscoff, biologiste. Et donc, on était introduits dans ce milieu, et eux ont vu l'opportunité de pouvoir accéder à des prélèvements qui ne sont pas faits par des pêcheurs à l'aveugle, mais par des plongeurs qui vont choisir, décrire le milieu dans lequel ils l'ont trouvé, l'enlever précisément. Et donc, ils nous ont commandité, à notre grand bonheur, de la recherche de différents êtres naturels benthiques. Benthiques, donc accrochés au fond, pas pélagiques. Et donc, pour nous, c'était formidable. Et pour moi, c'était d'autant plus formidable qu'après, ils nous parlaient de ce qu'ils voulaient faire comme recherche. Et c'était déjà une introduction scientifique pour moi. Et arrivé au lycée, il y avait un cadeau, c'est qu'il y avait des moyens, il y avait un labo extraordinaire. C'était génial de découvrir la science telle qu'elle était enseignée à l'époque. C'était vraiment un bonheur total, qu'elle soit, alors toutes, la chimie, l'électricité, au fur et à mesure que ça venait. Le lycée était quand même une très belle introduction à la science. C'était une belle expérience dont j'ai eu très vite conscience qu'elle était portée par les impulsions que j'avais eues à l'école Steiner d'Alésia, à 4 ans, au jardin d'enfants. Évidemment, ça fait partie aussi de cette ouverture incroyable d'expérience qui est offerte. Et donc, ça nourrit beaucoup l'éclectisme. Il a fallu marier toutes ces envies. C'est-à-dire que c'est une histoire, à nouveau, de vécu, d'intensité du vécu. La capacité de trouver l'endroit où on vit des choses, où l'essence des choses pointe. Subitement, ça donne un sens, tout le reste, c'est technique. Mais voilà, cette capacité à rester nourri et engagé, il y a vraiment des idées pour faire qu'un jeune se lie, et alors même si ce n'est pas sa nature, parce que je pense que c'est aussi une des caractéristiques de la pédagogie Steiner, qui n'est pas de seulement favoriser la tendance naturelle d'un enfant ou d'un autre, mais c'est aussi qu'il fasse quand même toute la palette des expériences, y compris celles pour lesquelles il n'est pas fait. Donc il y a tout cet ensemble, mais ça revient à ce que je disais, il y a le développement de méthodes pédagogiques qui permet de vivre avec intensité chacune des expériences. Et ça, c'est ça qui porte après. Et en général, comme on apprécie plus ce que l'autre sait faire et qu'on ne sait pas faire, on est plutôt à se dire « Waouh, il sait faire ça !» Alors que ce que on sait faire, ça paraît naturel, c'est pas un problème. Donc, sauf si on est déformé par la société à se mettre dans une ligne élitiste, à promouvoir sa ligne. Sinon, le naturel, c'est d'admirer ce que sait faire l'autre, pas ce qu'on sait faire soi. Là, c'est l'autre qui vous renvoie. « Ah, il trouve ça bien. Ah, il trouve ça bien. Ah, mais c'est peut-être pas si mal ce que j'ai fait. » Donc, ça se passe comme ça, dans la réalité humaine, si on n'est pas dans un climat de concurrence. Je dirais accepter les différentes potentiels de chaque être humain, mais qui sont très diverses, comme des choses d'égale valeur et à cultiver en plus, et donner les moyens de les cultiver. Parce que ce n'est pas le tout de les reconnaître. Et ces impulsions de l'école Steiner, je les ai senties me porter jusqu'à la maîtrise. Je dirais que c'est à 24 ans seulement que je me suis senti abandonné. Enfin, disons, l'impulsion était épuisée, il fallait que je la retrouve par moi-même. Donc, arrivé, disons, au bac, avec le choix à faire, quelle discipline, ça, c'était pas une mince affaire, quand même. Et qu'est-ce qui a primé? Parce qu'il y avait toutes ces passions, il y avait la chimie, qui était restée, même si j'en faisais plus déjà depuis mes 15 ans, à titre personnel, disons, j'en faisais quand il y avait besoin au lycée, mais il y avait la musique, je savais que c'était quand même pas ma voie. C'est-à-dire que j'adorais, mais je ne serais pas un bon professionnel. C'était quand même clair. Il y avait l'agriculture très très fort, il y avait évidemment la mer aussi, et cette notion d'exploration, disons, dont la mer n'était pas une mauvaise candidate. Et j'ai choisi l'agriculture, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit et la science était incontournable. Je ne m'imaginais pas ne pas faire de science, comme on dit.
Et donc j'ai fait une prépa à l'agro. En sortant du lycée de Paul-Langevin, j'ai été reçu à la prépa de Versailles. J'espérais marier sciences et agriculture en étant ingénieur agronome. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc j'ai une année passionnante. La géologie, l'école de géologie au lycée Hoche, c'était magnifique. Il y avait des tiroirs entiers remplis d'échantillons de minéraux. Et on avait le droit, après 20 heures, de préparer sa colle du lendemain. On tirait des tiroirs avec des joyaux. C'était le bonheur total. Donc seulement, j'ai bien constaté que si je restais avec les biologistes et les chimistes, ils ne dépasseraient pas leur petite boule pour la chimie et que je ne comprendrais jamais rien à la matière. Surtout, moi, je voulais faire de la physique. Et donc là, j'ai décidé de retourner à la fac et j'étais à Orsay, faire de la physique pour comprendre la matière. Et là, j'ai fait mes études de physique complètement, jusqu'à la maîtrise. Donc à la maîtrise d'Orsay, à l'époque, il n'y avait pas de mécanique des fluides, c'était vraiment de la physique. Donc jusqu'à la physique nucléaire, mécanique quantique et mécanique statistique. Donc c'était l'optique, merveille, l'optique y compris. Et j'ai eu de la chance d'avoir encore des bons cours d'optique géométrique qui n'étaient quasiment plus enseignés, mais j'avais, même par le prof, mais il y avait un assistant qui disait « Ceux qui veulent rester 1 heure de plus toutes les semaines, je leur fais, parce que ça manque, je leur fais un cours d'optique géométrique un peu poussé, sur une assez longue durée. » Enfin, ça a été assez merveilleux, je dois dire. Aussi, les TP à la fac d'Orsay, à l'époque, on arrêtait tous les cours, il y avait une semaine de TP, et on rentrait dans un sujet. Régler le Fabry-Perot. Et donc, on découvre aussi tout ce savoir-faire qui est quasi manuel, en fait, qui intègre corps et connaissances de quelqu'un qui a un métier dans les mains, et lui, il sait où il va, il sait et il trouve le point de réglage, qui dans toutes ces choses est extrêmement difficile à trouver. Donc enfin, c'est plein d'expériences magnifiques. Je dois dire que l'échec, pour moi, c'est la physique nucléaire. À l'époque, elle n'était pas très avancée, je crois qu'on ne connaissait pas les quarks. La physique atomique était splendide, et j'avais aussi un très bon prof, ça compte dans la jeunesse. Je n'avais pas une bonne prof de physique nucléaire, il fallait apprendre par cœur le charme, le spin et le machin de tous les... Enfin bref, ça a commencé, je me suis dit, en fait, la physique, j'en vois le bout. J'avais aussi fait la découverte que je ne connaissais rien de plus sur la matière. Je connaissais beaucoup de choses, mais je n'avais aucun vécu de la matière qui me venait de mes études de physique. Je ne savais toujours rien sur la gravité, sur la résistance. Je savais beaucoup de choses, mais rien qui se relie à un sentiment qu'on connaît. On a appris beaucoup de choses, on a aussi développé beaucoup de facultés, mais c'est vraiment un fait d'expérience pour moi. Au fur et à mesure qu'on plonge dans la science, des mécanismes, ça se diversifie à l'infini, et l'essence des choses, on l'a plutôt de moins en moins par rapport au vécu initial. Donc ça, c'était quand même déterminant, très très puissamment ébranlant. J'avais raccordé la passion de l'océan en prenant un 4e certificat d'océanographie physique à Jussieu, qui n'avait pas lieu à Orsay, mais on pouvait faire ça. Et là, j'ai découvert la mécanique des fluides appliquée au milieu géostrophique, donc à la Terre, et ça a été magnifique. Donc j'ai découvert cette mécanique des fluides, appliquée au globe en plus, avec description des courants, tout ça, c'était très beau, y compris les équations, c'était magnifique. Je trouvais ça beaucoup plus satisfaisant que des équations de la mécanique quantique, même si je les trouvais très belles. Là, avec la mécanique des fluides, j'ai vraiment eu le flash, et j'étais donc à la maîtrise, mais je ne voyais pas très bien, je n'avais fait que ce certificat, comment faire la suite. Et j'ai eu une proposition via des amis de mes parents qui comprenaient mes hésitations pour la suite, d'un Allemand qui était le directeur du Max Planck Institut für Strömungsforschung à Göttingen. On pourrait dire encore à l'époque une des mecs mondiales de la mécanique des fluides. C'est là qu'était Prandtl, comme on peut dire, la couche limite, enfin des grandes idées de la mécanique des fluides, comme d'autres. Hein. Il y avait Planck aussi, la mécanique quantique, etc. Bref, c'était un haut lieu de la science. Et il m'a dit, si vous venez en début juillet, je vous paye l'aller-retour, je vous vois et on voit ce qu'on peut faire.
il m'a tout de suite réécrit. Dès que j'ai fait cet aller-retour, il m'a dit vous avez une bourse d'1 an, si vous voulez, pour venir faire un an d'études expérimentales en mécanique des fluides dans mon labo, dans nos labos, parce que Max Planck était assez gros. Et ça a été une année déterminante, à la fois pour ma carrière, puisque je suis quand même devenu mécanicien des fluides. J'ai été pris au CNRS en mécanique des fluides. Et je suis devenu directeur de recherche en mécanique des fluides. Je veux dire, ça a orienté finalement toute ma carrière professionnelle. L'anthroposophie n'était pas inconnue, mais c'est en Allemagne que j'ai pris la décision de me lier personnellement à ce chemin. Donc c'est à 24 ans seulement. Et il y a un point précis, c'est-à-dire qu'il y a un membre du Vorstand qui s'appelait Grosse, qui avait été invité par Ernst August Müller, donc le directeur du Max Planck Institute, un grand chercheur qui était directeur de ce grand institut, et qu'il a fait venir, puisque lui était profondément lié à l'anthroposophie. Il était à la section des sciences à Dornach, c'est Ernst August Müller. Et à la pause café, on a fait un travail sur le goetheanisme, sur la phénoménologie, quand on voulait, une fois par semaine dans son bureau, en plus des études qu'on menait dans le... Et là, ce grosseux à la pause café, il me dit « Warum bleiben Sie wie ein Zigeuner ?» Pourquoi restez-vous comme un gitan ? Comme un sans-logis, en fait. Et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Pourquoi restez-vous un sans-logis spirituel, en fait ? C'était ça la question. Ça venait d'un homme que j'avais déjà apprécié toute la semaine. C'était pas du tout une injonction racolante, militante. Ça correspondait exactement à une question que j'avais. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a tant marqué. La dimension spirituelle, pour moi, était évidente. Mais pourquoi prendre une orientation ? Pourquoi travailler ? Il y avait plein de champs possibles, intéressants. Le chamanisme m'intéressait beaucoup, etc. Et je travaillais avec un groupe d'étudiants en médecine qui travaillaient sur les propriétés médicinales des plantes. À partir de la démarche de Pélican, qui est un peu de voir comment se lie une plante aux 3 corps, en fait, aux 3 forces, et donc en déduire les propriétés médicinales. Et c'était passionnant. En plus, c'était le printemps à Göttingen, avec les tilleuls qu'embaument. Donc, le retour du soir, dans l'odeur des tilleuls en vélo, c'était des souvenirs intenses, avec une réunion avec des jeunes de ma génération, peut-être un peu plus vieux, mais à peine, sur ce thème. On allait chercher le week-end des plantes dans la forêt, et en semaine, on les regardait, on essayait de s'en pénétrer, de trouver Et quelquefois, on tombait sur des... Après, on prenait une pharmacopée, et on regardait, ah ben oui, on a trouvé cette famille de substances, etc. Et ce travail qui était bien lié à l'impulsion anthroposophique, sur les propriétés thérapeutiques des plantes à partir de Pélican, c'est quand même issu directement de la vision du cosmos et de l'homme des plantes. Si on connaît ce livre sur les plantes de Pélican, il est splendide, mais il est directement issu des impulsions de Steiner, retravaillé par un de ses continuateurs très, très, très personnel. Donc j'avais commencé à vivre qu'est-ce que c'est d'être avec un groupe de gens dans lequel on met la dimension spirituelle et l'énigme de nos vies, l'énigme du monde, n'est pas résolue, mais est partagée comme question, et on travaille ensemble dans la joie, dans la stimulation. Donc je savais qu'un travail avec des gens qui veulent travailler dans le sens de l'anthroposophie, même si je ne sais pas la validité des réponses que donne Steiner, ça valait le coup. Et que ça, c'était spécifique. Et que je commençais, parce que j'avais quand même été voir un petit peu... j'avais eu l'occasion à Göttingen d'aller voir, d'avoir des informations sur la scientologie, sur d'autres courants spirituels. Et là, il y avait une relation très spéciale entre pensée et vie. C'est-à-dire, en fait, là, j'ai découvert que, contrairement à ce que je pensais jusque-là, je n'ai jamais parlé d'humain. Je n'ai même pas parlé tellement à l'école des relations sociales. Ça m'a porté, mais ce n'était pas le centre de mon attention jusque-là. Et là, je réalise que l'humain m'intéresse. Et notamment le lien de l'humain au monde. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait médecine ? C'est ça que j'aurais dû faire. En voulant amener l'aide à l'autre, dans la maladie, etc., on doit trouver toutes les correspondances du monde qui peuvent aider. Donc on fait le lien entre le monde et l'humain.
dans l'acte médical, avec les médications, on pénètre, il faut que je fasse une année de médecine, il faut que je devienne médecin et physicien. Donc j'avais le projet de faire double formation. J'ai mené les deux en parallèle une petite année. Et donc quand je suis rentré de Göttingen, je suis devenu membre de la Société anthroposophique, parce que c'était clair que je voulais travailler avec d'autres, même si je n'étais pas sûr des réponses. Ce n'était pas la question, mais j'étais sûr que la manière de travailler les questions et avec d'autres, c'était fructueux, ça valait la peine. Et en même temps, je me suis inscrit en première année de médecine, en même temps que je faisais mon DEA de mécanique des fluides. Parce que je n'ai pas pu valider à l'époque, ce que j'ai fait en Allemagne ne se validait pas en France. L'Europe n'existait pas, hein. Donc, et les accords entre universités n'existaient pas. Ça m'a beaucoup servi par la suite pour avoir un poste CNRS, cette expérience, mais ça m'a fait... ça m'a obligé à faire un DEA à l'époque, c'est-à-dire l'équivalent du master recherche actuellement. Et je l'ai fait sur la relation entre le cœur et le système artériel d'un point de vue de la mécanique. Donc il y avait déjà aussi une impulsion en lien avec des indications de Steiner sur la fonction du cœur. J'ai pu faire ça grâce à un ami qui est devenu lui médecin, hospitalo-universitaire. L'anthroposophie était quand même, avait le potentiel pour moi d'unir ma quête scientifique, qui aimait beaucoup la science mécaniste, hein, j'adorais, hein, et la quête spirituelle. Je sentais que là, il y avait que je n'aurais pas eu par l'Orient, le chamanisme, ou je ne sais quoi, ou la scientologie, bien qu'ils revendiquent un certain nombre de choses comme ça, mais... Parce que qu'est-ce que c'est que finalement une quête spirituelle qui se moquerait de l'humain? Je dirais que c'était mon cas jusque vers un peu avant, 22 ans peut-être, ou 23 ans. À 24 ans, c'est l'aboutissement. Mais l'humain ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le monde. Il y avait des humains, dont moi, etc. Mais ce n'était pas le cœur de ma recherche. Mon exploration était du monde, elle n'était pas de l'humain, pas de l'intériorité humaine. Et là, j'ai pris conscience, effectivement, de l'intérêt de l'humain. Pas encore tout à fait, c'était vraiment le début pour moi de se tourner vers la quête intérieure, mais le développement spirituel pouvait s'accompagner de zéro abandon de la conscience à l'activité pensante. Et c'était même le cœur. C'était une forme de spiritualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une spiritualité? Ça veut dire progressivement un accès progressif à l'essence des choses. Pour ça, c'est ça. Et donc, trouver le moyen de faire des expériences. L'essence ne se vit que par l'expérience. Elle ne peut pas être dans un livre. Elle peut être décrite, mais n'empêche qu'il faudra refaire l'expérience. Ceci dit, c'est pas très original. Le théorème de Pythagore, c'est la même chose en mathématiques. Donc, il faut refaire l'expérience si on veut savoir que c'est vrai. Donc ça, mais cette spiritualité part de l'activité pensante. La garde en toute clarté, en toute aussi conscience du côté séparateur de l'intellect. Évidemment. Évidemment que l'intellect nous sépare de l'essence. Et pourtant, il y a une possibilité de le rédempter, sans l'abandonner. Donc, il faut savoir le faire taire, il faut que la conscience se situe par rapport à cet intellect, mais l'activité pensante est au cœur de l'amorce des expériences spirituelles en anthroposophie, c'est-à-dire que le premier pas, c'est de devenir conscient de cette activité pensante qui fait émerger les objets de pensée que sont les pensées, mais qui tout de suite sont face à nous, d'où le bonheur de les avoir. On peut les compter, on peut les avoir, mais c'était devenu clair que quel sens ça avait s'il n'y avait pas une conscience d'humain qui voit tout ça. Et effectivement, maintenant, c'est devenu pour moi un thème central. Mais je pense que déjà, l'humain, c'était la conscience, c'est l'œil et la conscience. Quel serait le sens de cette création s'il n'y avait pas un regard conscient? Que finalement, déjà j'avais quand même eu les désillusions de voir que la matière, j'y pénétrerais pas. C'est-à-dire que le sujet, l'humain, dans sa complexité, de commencer à devenir très intéressant à 24 ans. Mais encore quand même dans un sujet d'étude, encore quand même enrichi d'une vision spirituelle, mais quand même comme un objet extérieur. Je ne pense pas que j'étais encore vraiment prêt. J'ai commencé quand même les exercices méditatifs à cette époque. Oh, j'en avais fait avant. J'en avais fait avant quand même.
À l'époque, la notion de post-doc, donc d'études post-doctorales, n'était pas très explicite. Ça n'empêche qu'il fallait en faire. Et donc j'ai travaillé, et puis je voulais gagner un peu d'argent, donc j'ai travaillé à la fois pour une association qui étudiait le risque du nucléaire dans le CEA, après ma thèse de doctorat, sur la relation entre le cœur et le système artériel d'un point de vue de la mécanique. Et donc ça me permettait d'avoir une activité, d'être rémunéré. Et puis en même temps, j'avais été demandé par une firme anthroposophique qui produit un médicament, encore un des médicaments contre le cancer à base de gui, qui est la Elixor. Et je travaillais à mi-temps pour les deux, donc pour le risque nucléaire et ils avaient accepté à l'Elixor en Allemagne que je fasse ça à Orsay. J'avais des études à faire, j'avais un labo, ils avaient fait un petit contrat et je pouvais mener mes études là et j'avais mon mi-temps et puis j'allais au CEA Et donc je faisais ça à mi-temps, les deux, et les deux m'ont voulu à plein temps au bout de 6 mois. Mais j'ai finalement choisi d'aller quand même vers la mécanique des fluides, c'est-à-dire l'étude du tourbillon pour la firme, parce que ce que je faisais en mathématiques et en statistiques au CEA, ça me plaisait bien, j'ai découvert des nouveaux langages comme l'APL, puis l'équipe était hyper sympathique là au CEA, donc c'était très très sympathique, mais c'était pas ma fibre en fait, de faire des statistiques sur les accidents pour après évaluer le risque nucléaire, du transport nucléaire, etc. C'était quand même pas un sujet qui m'intéressait tant. Donc je suis parti en Allemagne, au sud de Tübingen, pour travailler pour cette firme. Au laboratoire d'Orsay, je ne parlais pas du lien avec l'anthroposophie de cette firme. Et les études en soi étaient objectivables et parfaitement intéressantes pour tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de soucis. Je dirais qu'assez vite, en fait, j'ai jamais vraiment vécu que la science était différente de la science spirituelle, comme l'appelle Steiner. Même si pour nous, c'est presque une contradiction de dire science spirituelle. Mais la démarche scientifique, la démarche de connaissance, elle est la même quand on travaille sur l'intériorité et quand on la quête de l'essence. Les outils ne sont pas les mêmes, les bases d'expérience ne sont pas les mêmes, mais il n'y a pas une contradiction si fondamentale. Alors on pourrait se dire, je ne vivais pas de contradiction. En fait, à l'époque, je vivais quand même une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui distille, surtout quand on a fait de la physique, qui a quand même réponse à beaucoup de choses. Voire la prétention à avoir réponse à tout, même si ce n'est pas encore acquis, il y a quand même ce paradigme qui vit très fortement quand on fait des études de physique, et c'est étonnamment riche, d'autant plus qu'on a réduit le sujet à la matière, qui est quand même le sujet le plus simple. C'est pas la vie, c'est encore moins la vie, c'est la médecine. Donc un humain, la complexité est infinie là. Donc on a quand même le sentiment d'avoir des réponses extraordinaires en termes de mécanismes à toutes questions qu'on se pose, et quand on les a pas encore, on se dit qu'on va les avoir. Et c'est pas faux. Je pense qu'on va les avoir. Donc après, à quoi on répond quand on fait ça? Et là, mais cette tendance, j'ai vécu vraiment une contradiction parce qu'à partir de 1982, Joseph Mikol a fait un groupe de scientifiques pour travailler justement sur les contenus scientifiques à apporter aux élèves en mariant professeurs et scientifiques. Et ça a été une formidable aventure parce qu'on se retrouvait quelques fois par an à Verrières, à l'école. Et on a commencé à vraiment, j'ai pu replonger dans la phénoménologie que j'avais connue intuitivement, je dirais, comme jeune chimiste. Et c'était extraordinaire. Et en même temps, je sortais souvent en colère contre moi-même de façon incroyable, parce que je voyais mon lien avec l'expérience. Par exemple, on gonfle un pneu avec une pompe. Je revois vraiment Pierre Pacou, professeur de physique à Colmar, qui nous fait l'expérience, gonfler et dégonfler un pneu. Extraordinaire expérience. Ça chauffe quand on gonfle, et ça va jusqu'à givrer quand on dégonfle, si on enlève bien la valve. Et donc tous ces liens entre la force, la pression, la matérialité, le chaud, le froid,
on sent des mystères sourds. Et pourtant, on a une relation en thermodynamique classique, PV égale nRT, qui répond à tout ça. Et je sentais que le fait que j'ai ça en tête me tuait la capacité à continuer de me lier à l'expérience. Je sentais que l'émerveillement disparaissait devant le phénomène. Eh bien, c'est vraiment ce qui se produit dans l'âme très souvent. La formule, on peut dire, c'est-à-dire quand on a la chaîne des mécanismes, subitement, eh bien, il n'y a plus de merveilleux. Ben, c'est simple, c'est PV égale nRT, et puis les équations qui y amènent, mais ouais, bah oui, il y a une relation entre température et pression et volume. Et alors, qu'est-ce qui vous excite? Vous êtes drôle là, vous. Alors que si on pénètre dans le geste, on est là à pomper comme des bêtes, que ça chauffe, que ça se transmet, que ça devient dur comme un caillou, eh bien, il y a beaucoup qui s'exprime de la cohérence de l'univers, et qui n'est pas exclu par la formule. C'est simplement quelque chose qui se rajoute dans l'âme, qui est pour moi encore énigmatique, qui fait que, justement, comme je l'ai dit, quand on rentre dans la physique, dans la science, d'une façon générale, je pense, quelque part, l'impulsion de connaissance initiale, qui est toujours là, elle est tuée par le processus. La découverte des mécanismes et de cette vision nécessaire de diviser en problèmes solubles, donc cette approche nécessaire, méthodologique, nous éloigne de l'essence. C'est la même chose, je pense, que l'intellect, la prise de conscience intellectuelle, d'un certain point de vue, coupe de l'expérience. C'est le même processus, je pense. Il faudrait creuser ça. Mais voilà. Donc, en tous les cas, j'étais en colère contre moi-même parce que je sentais ce hiatus. Et en fait, c'est en travaillant avec un ami, qui est devenu un ami, donc maintenant de très longue date, Philippe Lecomte, physicien lui-même, physicien nucléaire, et on a commencé à travailler ensemble, en plus de ce groupe de travail, sur gravité lévité, par exemple. On a pris des thèmes. Pourquoi la matière occupe-t-elle l'espace? Comment la physique répond au fait que la matière occupe l'espace? Et en mariant, alors lui, il était professionnel en physique nucléaire, donc beaucoup plus performant en mécanique quantique que moi, etc., puisque moi, je l'avais connu que jusqu'à la maîtrise, mais j'avais quand même un peu de répondant. Et on a travaillé sur ça, et c'était magnifique de voir qu'en fait, la lévité d'Aristote, qui a été supplantée par la seule gravité, c'est-à-dire l'approche en force centrale, comme on dit, qui est celle de la mécanique, qui a exclu le besoin de léviter. Par exemple, si on prend la poussée d'Archimède, on l'explique uniquement par la différence de densité, la différence des forces, et on comprend que ça flotte, si c'est du bois plus léger que l'eau. Eh bien, mais en fait, quand on dit ça, on oublie de se dire, mais pourquoi le bois occupe ce volume avec cette densité, ou pourquoi l'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide et va monter? Oui, c'est la dilatation. Mais qu'est-ce que la dilatation? Voilà, quand on commence à rentrer dans la physique, qu'est-ce qui permet de répondre à tout ça? On arrive à la mécanique quantique, si on prend une approche microscopique, et on découvre que finalement, dans la mécanique quantique, il y a des principes, comme le principe d'indétermination d'Heisenberg, ou le principe d'exclusion de Pauli, qui ne sont pas des principes qui se relient à la démarche en force centrale. Ce sont des choses qui viennent en plus, nécessaires à la cohérence de l'ensemble mathématique. Et d'un certain point de vue, c'est des choses qui ont un rapport avec la périphérie, on pourrait dire, qui sont un peu l'opposé des forces centrales. Et ça peut paraître banal, mais pour moi, c'était une découverte profonde de se dire, en fait, c'est notre regard qui pose problème, mais la mécanique quantique en soi ne pose pas de problème, elle est magnifique, évidemment. Et si on s'est regardé qu'en fait, la lévité, elle est présente, par exemple, dans ces principes. On n'a pas pu la chasser complètement. Et pour moi, c'était assez décisif, pour ne pas me sentir en
embrésure, disons, avoir une démarche spirituelle et une démarche scientifique à côté, ça, c'était pas un truc que je voulais. Mais ça vivait encore. Et là, ça c'est vraiment... Pour moi, ça a été, je pourrais dire, une forme de guérison de l'impact de mes études de physique. Ce travail sur la phénoménologie a revenu. Et maintenant, et ça fait donc fort longtemps, puisque ça c'était en 83-84, c'est pas un problème. En revanche, c'est un beau thème. C'est-à-dire comment exercer notre conscience à passer d'une pensée en mécanisme à une pensée en organisme. Quand j'étais au Foyer Michael pour parler d'histoire des sciences, j'ai vraiment essayé de faire vivre ça un petit peu. Parce que ça me semble la clé des besoins présents, en fait. Il ne s'agit pas de perdre les mécanismes. Mais il faut penser aussi autrement, il faut penser en organisme. Et là, on est beaucoup moins habile. C'est-à-dire où on devient de plus en plus conscient, et scientifiquement conscient, des liens, des feedbacks, et qu'on en déduise des gestes d'action, donc une technique, qu'elle soit sociale ou pour le vivant, qui s'appuie sur cet organisme pour le faire vivre, au lieu d'apporter une force, une réponse en disant il y a une bactérie qui m'embête, je tue la bactérie. On pourrait dire c'est la version biologique de la force centrale. On va directement agir, on trouve le vecteur du problème, et on enlève le vecteur du problème, on trouve l'arme qui permet, etc. Et ça, c'est très précieux d'en avoir. Il y a des moments où on est bien content d'avoir les antibiotiques, mais ça ne permet pas globalement de résoudre la question écologique ni de la santé, je pense, complètement, et pas non plus la question sociale. La question de l'équilibre social par des forces. Il faut mettre des forces antagonistes pour trouver un équilibre harmonieux. Cette seule vision n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un équilibre statique, mais on cherche quand même à ce que les choses aient une certaine pérennité. Donc, même si c'est dans la dynamique, il faut que ça puisse perdurer. Et donc, quelque part, ça forme un tout qui se régénère. Mais tu pensais au social aussi. Il s'agit pas. On peut évidemment trouver des équilibres très statiques aussi dans le social, comme ça a été fait dans pas mal de civilisations d'antan, avec la vision hiérarchique, etc. C'est pas ça auquel on aspire, évidemment. La vie n'est que des équilibres. Et des équilibres permanents, mais des équilibres incroyablement équilibrés. C'est-à-dire, et trouvant finalement son expression dans cette diversité. Donc, effectivement, la diversité, le plus formidable, c'est que la diversité renforce l'individualisme en même temps. C'est-à-dire que d'accepter la diversité, c'est en même temps permettre la singularité. Et donc, et ça, c'est quand même ça a un lien, je pense, l'exercice, on voit bien l'impact réciproque entre les pensées sociales et les pensées scientifiques sur le vivant se marient depuis longtemps, depuis avant Darwin. Darwin a été marqué par son temps, par les conditions sociales et les explications de la classe ouvrière. Après, la question de l'équilibre par, disons, hasard et nécessité pour faire du néo-darwinisme, bien après, a marqué la pensée sociale, etc. Donc maintenant, il faut tirer de la question écologique et de l'exercice, ça, une conscience globale, et un savoir-faire global qui sera aussi valable d'un point de vue social, certainement. Prendre conscience de la globalité, par exemple, par une pensée systémique, on pourrait penser aussi peut-être à la pensée complexe, Edgar Morin, Deleuze, c'est-à-dire qu'il y a quand même des tentatives magnifiques de se saisir de la complexité. Qu'est-ce qu'il y avait ? On pourrait dire le chaos, c'est la théorie du chaos moderne, c'est quand même merveilleux. Cette émergence dans la mécanique dans les années 60, même si
les prémices ont été posées, des bases très, très complètes ont été posées par Henri Poincaré à la fin du 19e. Là aussi, on découvre que finalement, même dans une description au départ mécaniste à force centrale, la dynamique elle-même, avec les attracteurs, il y a des signatures qualitatives très importantes, et donc on découple le déterminisme de la prévisibilité. On dissocie le fait que la signature d'avoir compris la détermination des choses, c'est la capacité à les prédire. Et que c'est fondamental, c'est mathématique. Donc là aussi, mais à chaque fois, il ne faut pas croire que c'est ça qui va nous faire trouver l'identité humaine et l'identité des choses. Malgré que c'est des grands progrès conceptuels, il y a encore le risque que tu dis, c'est de se dire on a trouvé la solution, elle est à l'extérieur, et la singularité individuelle est perdue à nouveau. Donc il faut... Et à mon avis, c'est là que l'anthroposophie est quand même super avancée d'un certain point de vue. Le dernier congrès international de la section des sciences au Goetheanum, qui a lieu tous les 4 ans, si je me souviens bien du titre, c'est Diversität, steigert Identität. Il faudrait que j'aille vérifier. Donc l'idée, c'est la diversité renforce l'identité. Et ça a été abordé de plein de façons. Si on regarde la diversité d'une prairie, pour rentrer dans la diversité nécessaire à une prairie vivante et qui forme une identité très particulière du fait de cette diversité, il faut rentrer dans l'identité des plantes, de chacune de ces éléments, et puis il faut passer au stade où on en perçoit finalement l'intérêt. Comment de ça résulte un être qui est la prairie, dans ce lieu, dans cette situation géographique, etc. Et donc effectivement, ces exemples sur la nature sont plus simples à vivre, mais ils méritent d'être travaillés dans les sujets très complexes de la relation humaine, disposer d'expériences pour trouver les bonnes formes, pour que la diversité soit totalement acceptée et soit source de l'émergence de l'identité de chacun. Et quand même, je ne sais pas si tu en es capable, mais moi non, de citer la fameuse phrase qui fait la signature de ce qu'on appelle la triple organisation sociale de Rudolf Steiner, où il dit, où il parle de cette polarité intrinsèque à l'être humain, qui est quasiment une contradiction insoluble. C'est cette situation où l'humain n'est humain que s'il est social, et il n'est humain que s'il est individuel. Et les deux sont quand même des forces polaires qui peuvent vraiment s'opposer. Pour moi, c'est la justification qui est des partis de gauche et des partis de droite. Là, il y a du côté, si on prend les choses comme signature, du côté de la droite, il y a la volonté de souligner et de faire vivre l'identité individuelle dans ce qui est positif de la droite, et dans ce qui est positif de la gauche, c'est de faire que le collectif soit vraiment au service de l'humanité. Évidemment, les deux extrêmes, d'ailleurs ils se retrouvent, conduisent à la négation des deux, du collectif et de l'individu. Et donc ce challenge de l'humain, pour moi c'est une des signatures de l'humain, c'est trouver la solution entre deux inconciliables, l'individu et le collectif. Et ça se trouve, mais ça ne se trouve pas en théorie, je crois. Ça se trouve dans la réalisation, dans l'acte intuitif de trouver les bonnes formes qui permettent qu'effectivement l'individu se met naturellement, avec son égoïsme, au service d'un bien commun, et qu'il y trouve sa satisfaction, et que la société ne stérilise pas le potentiel de chaque individu qui fait sa richesse. Moi, disons, quand je mets le mot amour un peu imprudemment sur une voie médiane dans les solutions, par exemple, entre gauche et droite,
c'est ça qui est derrière. C'est-à-dire que dans l'action, il va falloir que d'un certain point de vue, je me lie aux deux tendances, que je les comprenne. Quand je les comprends, si je le fais avec autre chose que la froideur de l'intellect, il vient quand même du vrai lien. Il peut venir de l'admiration des deux tendances, comme j'ai pu le dire, façonner l'individu, façonner le collectif, par exemple. Et donc, dans une situation donnée, l'intuition que là, eh bien, j'aime ces deux choses, mais ces deux choses sont mortifères en soi si elles ne trouvent pas une solution concrète qui les harmonise. Des règles, des machins, il faut trouver le truc. Et c'est cette intuition, elle a un lien avec l'amour, c'est-à-dire de ces deux parties, on pourrait dire, de l'être humain. Je sais que je n'habite pas jusqu'au dernier degré ce concept d'amour. Et simplement, j'ai des pistes, mais je ne peux pas dire que je les habite, que l'expression ultime correspond légitimement au mot Christ. Mais ça, je ne peux pas complètement l'habiter. Mais il y a des pistes où de temps en temps, je me dis, oui, effectivement, il y a bien là l'expression de ce ultime de ce concept, l'amour. Au moment du déremboursement de l'homéopathie, qui était quand même un choc, pour moi, qui n'est pas une décision scientifique, c'est-à-dire que si on se base sur la physique moderne, on n'a pas de raison de penser qu'il faut forcément une expression, qu'il y ait des grains, des atomes. L'atome n'est pas une bille, donc c'est quelque chose de tellement complexe que prétendre que son influence n'est là que quand il y a des petites billes qu'on peut compter, c'est quand même une vision du 19e. Quoi. Et j'ai un collègue qui a écrit qui a créé avec des collègues physiciens aussi de haut niveau, un livre magnifique sur l'émergence, sur différents thèmes, où on voit que la science telle qu'elle est ne peut pas justifier cette aspiration au réductionnisme atomistique, qui est à la base du rejet de l'homéopathie. Plus d'atomes, plus d'effets. Et qu'en fait, déjà, les propriétés de l'eau ne sont pas déductibles des propriétés d'oxygène et d'hydrogène. Et on ne voit pas de piste pour le faire. Il émerge quelque chose de neuf. Et bien sûr qu'on pourra discuter sur la légitimité au moins scientifique, après on peut discuter d'économique et du social, au CNRS. Et donc j'ai profité du café, et on marche vers l'endroit où on prend le café après la cantine, et je lui pose la question. Un collègue me dit « Ah là tu vas un peu loin François, non là, tu vas trop loin, hein. Il n'y a rien quoi, avec l'homéopathie, etc. » Donc pour moi c'est très symptomatique de quelqu'un qui a toutes les données scientifiques pour sortir de ce que je pense être un vrai préjugé, mais dont la source est assez mystérieuse, du réductionnisme atomistique, et qui pourtant ne peut pas le faire, même si après, en se quittant, il me dit « Ah, il faudra quand même réfléchir qu'on en reparle », mais il n'en a jamais reparlé. Voilà, donc c'est une anecdote pour dire à quel point la communication, même avec vraiment des gens éclairés, il y a beaucoup de couches à enlever pour qu'on puisse aborder sereinement et en quête de compréhension vraiment, qu'on peut dire scientifique, ce genre de sujet. Et, la société, alors là pour le coup, la culture nous a mis beaucoup de couches à enlever, c'est pas un problème facile. C'est que si on arrive à intégrer que cette impossibilité pratique, en fait, en pratique, de permettre que chacun laisse tomber ce qu'il a cultivé au point que ça l'empêche d'entendre la même chose, l'autre chose, etc. On ne va pas y arriver à enlever ça. Là, on sera mort avant. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais... Et donc, où ça n'est plus un sentiment de solitude, c'est quand on l'a intégré comme une donnée de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut aimer la personne qui ne fait pas ça. Soi-même, il y a des moments où on se surprend à effectivement être clivant. Et voilà, ça fait partie de l'humain, donc ça fait partie du taf. Pour moi, ça fait partie de la dimension humaine, et donc ça fait partie des composantes. Et si on est d'un réel pragmatisme aimant, pas d'un pragmatisme qui veut juste son propre intérêt, mais un pragmatisme
plein de chaleur, eh bien, il faut intégrer ça. Il faut intégrer ça, comprendre. On comprend que la personne, elle rejette. Et puis, on essaye, on voit si on peut vivre avec elle ou pas. Toutes les situations sont possibles, mais je ne vois pas d'autre solution. Mais c'est quand même assez satisfaisant parce que ça va... Alors, je ne sais pas jusqu'où ça doit aller avec la question du mal, mais évidemment, ça va jusque-là. Ces problèmes de séparation entre les humains sont quand même les petits germes de ce qui peut conduire jusqu'au mal. Et donc la question est énorme, en fait. Mais dans quelle mesure on doit garder dans l'humanité la question du mal? Quand même, Hannah Arendt a répondu de façon magistrale à cette question. Et ce qui ne veut pas dire que c'est la réponse ultime, mais... Voilà, il y a quand même, c'est encore une des signatures de notre humanité, c'est-à-dire qu'on ne peut être vraiment dans la lumière que si on côtoie l'ombre. Sinon la notion de liberté humaine n'a pas vraiment de sens. Et donc, là à nouveau, ça peut nous ramener à ce mystère vraiment étrange que la question centrale de l'humanité qui est l'émergence d'un Dieu dans un corps, donc le christianisme, et aussi côtoie le mal absolu de la torture. Vraiment, la crucifixion, c'est une chose, pour moi, presque impossible à accepter. Ça se fait progressivement. Intellectuellement, évidemment, on amène vite des solutions, mais si ça doit rester... Si je dois me relier à une capacité d'expérience, c'est par moments que je sens effectivement que c'est dans la signature de l'humain. C'est-à-dire et du mystère de la liberté, qui est en général pas non plus très bien compris dans la culture. Il y a des moments où on s'y surprend quand même. Hein. Même si on a une quête et une certaine expérience pour l'éviter, je fais partie quand même des gens qui ne sont pas super clivants. Je veux dire, c'est clair. Oui. Mais il y a des moments où on a quand même le rejet de certaines choses, tendance à reporter dans un groupe. Et en plus, c'est pas complètement faux au niveau de l'analyse. Je veux dire, c'est quand même vrai qu'il y a des dynamiques collectives qu'on peut juger vraiment négatives. Il ne faut pas perdre ce jugement. Il ne s'agit pas d'arriver béni oui au milieu de n'importe quoi. Je veux dire, quand on tire des flèches, il faut mettre le bouclier quand même. Tant que tu n'as pas trouvé le moyen de faire que l'autre n'a plus envie de tirer la flèche. Mais pour maintenir le dialogue de façon non hypocrite, purement, disons, pragmatique, égoïste, c'est-à-dire juste pour les bénéfices que tu vas en tirer, ça a quelque part à voir avec l'intérêt pour cet autre qui t'est si hostile. Sinon, quelque part, c'est pas intègre. Donc il faut que dans l'acte de connaissance, j'intègre sa position. Ça ne veut pas dire que je la partage et que je la favorise. Mais moi, je ne vois pas d'autre solution d'être honnête. Sinon, c'est de la politique, ça c'est vertu. Hein. Je veux dire, les services diplomatiques sont faits pour ça, ils sont quand même très utiles. C'est-à-dire trouver des formes pour que ça cohabite sans... Mais il y a un progrès énorme lié aux sciences. Actuellement, ce sont les éthologues. Je peux peut-être citer des noms, puisqu'ils sont publics et connus, comme Baptiste Morisot, Vincent Després, enfin, tout ce courant publié par Actes Sud sur la manière de se lier au vivant. Baptiste Morisot développe le concept d'ambassadeur de la relation. Et c'est très très profond, je pense. Parce que justement, il dit on ne va pas faire un service diplomatique des ambassadeurs de la relation. Comment ça vous tombe dessus? Il décrit ça, il est très savoureux, il a un style formidable en plus. Ça vous donne sous forme de mauvaise conscience, parce qu'en fait, vous êtes traître à toutes les parties. Mais vous devez donner une main et une voix d'expression à quelque chose d'immatériel, qui est la relation. Et vous devez le faire quand même par amour des parties. Il prend l'exemple des brebis.
des bergers et des associations de défense du loup, etc. Évidemment qu'il faut comprendre le berger qui en a marre de se faire bouffer ses brebis et attaquer ses patous. Bien sûr qu'il faut comprendre cet être vivant magnifique que le loup, et pour ça il faut aller en tant qu'humain complet dans l'expérience physique, les suivre avec sa sensibilité pour se lier à ce langage, pour vraiment rentrer dans une expérience du loup, du chien patou, des bergers, des associations, des écologistes qui voient etc. C'est que quand même par empathie qu'on peut faire que toutes ces parties à intérêt objectivement opposés trouvent finalement qu'en tant qu'organisme, ils y ont tous bénéfice, envie, et finalement envie de créer cet organisme où tout ça vit. Et je reviens à la pensée organique. Ça fait partie des démarches de la pensée organique, concrète. Et là, je pense qu'il y a un courant qui est quand même issu de la science, qui est nature scientifique, et qui est en train de faire, Baptiste Morisot, je crois, ne prononce pas vraiment, mais je pense qu'il n'est pas loin du concept, une révolution post-galiléenne. C'est-à-dire que l'école de Galilée a posé qu'effectivement, le scientifique, le chercheur, ne fait pas de philosophie, il doit simplement vérifier, faire des expériences, et objectiver les relations et la connaissance. Et après tout, ce qui sent et tout ça, ça n'a pas d'importance. Et c'était quand même nécessaire pour développer la science. Il fallait quand même émerger du contexte. Et maintenant, on en est au fruit mortifère de cette démarche fructueuse, du point de vue de tout ce que ça a apporté. Et il est temps de remettre le balancier dans l'autre sens, c'est-à-dire de réintégrer que si on fait science quand on est là en tant qu'être humain complet, qui pense, qui se base sur son affect aussi de la situation et qui s'engage physiquement dans la situation. Et là, on a les trois, on est là en être connaissant complet, et c'est une science. Ça reste une science, et à mon avis, c'est ça que Steiner appelle la science spirituelle. Et c'est pas un oxymore. Et c'est en train de naître. Avec légitimité, il se revendique plutôt non spiritualiste, tout ce mouvement. Ils ont raison pour l'instant. Mais en fait, c'est une dimension spirituelle. Déjà, la relation, comme il le dit, ça n'a pas de voix et ça n'a pas de main. Oui, c'est ça. Pourquoi, en tant que scientifique, je me retrouve actuellement comme président de la Fondation Paul Corrose? J'ai été dans le conseil pendant des années avant d'être président, c'était encore François Jordan, mais disons, de toute façon, appelé, peu importe le statut exact, mais dans le conseil de la Fondation Paul Corrose, qui a vocation à permettre à la jeunesse de trouver le moyen de se former pour des métiers en particulier, mais aussi pour elle-même, aux différentes facettes de réalisation de l'anthroposophie. Donc en termes de pédagogie, en termes de mouvement artistique, agricole, médical, etc. Et que c'est quand même mes compétences d'essayer d'avoir une vue d'ensemble et de faire des liens, justement, on a dit ça, de créer des liens, de contribuer aux liens. Parce que donc je suis heureux d'avoir l'occasion dans ma vie d'avoir finalement un impact social que je n'ai pas eu autrement que par ma vie naturelle, professionnelle, familiale, etc. Mais là, un peu plus générale, je dirais. Donc c'est un cadeau qui m'est fait, malgré que ce n'est pas dans ma nature. D'un certain point de vue, je préférerais retourner à mes trucs de science. Je passe beaucoup de temps à cette fondation. Mais je sens que ça a vraiment un sens, parce que ce but, c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est de permettre à des humains de faire des expériences à nouveau. Et ça paraît trivial, mais ce n'est de moins en moins le cas dans notre société. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de l'enseignement des mathématiques, il est progressivement coupé de la notion d'expérience. Ça devient de la transmission d'informations. Au lieu d'être centré sur le fait que, subitement, en se focalisant, alors on prend toujours l'exemple de Pythagore, qui est un archétype de théorème qu'on fait assez jeune, en focalisant la question, on peut arriver à avoir en conscience tous les ingrédients et de se dire « j'y suis, c'est vrai ». Et cette expérience, elle est centrale. Mais c'est une expérience. Si je transmets juste, donc vous avez un triangle rectangle, C2 égale A2 plus B2, j'ai transmis l'information, avec ça je peux faire beaucoup de choses, construire beaucoup de choses, mais ce n'est pas une expérience.
Alors que, à partir de l'anthroposophie, il y a un vrai savoir-faire qui s'est développé pour réensemencer dans toutes les directions des expériences, et je pense que c'est un ferment utile pour l'avenir et pour les jeunes. Donc voilà, je sens le sens de ça, et donc mon engagement est complet. Plus je ressens que c'est un cadeau d'action sociale qui ne m'était pas très naturel, à vrai dire. Voilà.